Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo dans la playlist mathématiques discrètes. Donc, c'est notre deuxième séance après la séance introductive. Dans la première séance, on a parlé de la théorie des ensembles. Donc, et on a introduit le cardinal d'un ensemble. Le cardinal, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments dans un ensemble. Alors, comme continuation, on va parler dans cette vidéo de l'analyse combinatoire. Donc, tout d'abord, on va rappeler le principe de comptage. Déjà, on l'a vu, déjà ce principe dans la séance précédente. Donc, on va le rappeler. On passe ensuite à parler du principe des tiroirs et introduire les différents types de dénombrement, arrangement, permutation et combinaison. Et on termine par le principe d'inclusion et exclusion. Et bien sûr, à la fin, on va avoir quelques exercices à faire. Donc, je commence par donner la définition, c'est quoi l'analyse combinatoire ou bien la combinatoire tout court? C'est l'étude des ensembles finis de point de vue de nombre de leurs éléments. Donc, elle porte sur le dénombrement de configuration d'objets satisfaisant des conditions données. Donc, on s'intéresse à un ensemble et vous avez vu un ensemble, on peut définir un ensemble par le diagramme de 20. Donc, à partir du diagramme de 20, bien sûr, on peut voir tous les éléments et donc par la suite, on peut calculer tous les éléments. Soit encore, on peut donner la définition par extension. Donc, aussi, lorsqu'on on donne la définition d'un ensemble par extension, c'est-à-dire on va voir tous les éléments, le premier élément, le deuxième, ainsi de suite. Donc, dans ce cas, encore, je peux compter combien d'éléments dans cet ensemble, mais le plus difficile, c'est d'avoir la définition d'un ensemble par compréhension. Donc, je rappelle la définition par compréhension d'un ensemble lorsqu'on a, voilà, entre deux accolades, la nature des éléments et la condition d'appartenance. Et donc, on voit pas explicitement les éléments et donc, du coup, on a des difficultés à savoir combien d'éléments dans cet ensemble. Donc, c'est ça le but de l'analyse combinatoire. Donc, on va étudier des ensembles de point de vue quoi? Combien, on va calculer combien d'éléments ou bien d'objets dans cet ensemble. Donc, la combinatoire sert d'outil dans plusieurs problèmes élémentaires en théorie de proba, domaine de mathématiques qui trouve son origine dans l'étude de jeux de hasard. Voilà, donc je commence par rappeler le principe de comptage parce que le dénombrement se base principalement sur le comptage, le principe de comptage. Donc, il y a deux principes de comptage, le principe d'addition et le principe de multiplication. Le principe d'addition, donc, lorsque j'ai deux ensembles finis, un ensemble A et un ensemble B, les deux ensembles sont finis. Finis, c'est-à-dire quoi? Voilà, je suppose que, par exemple, A possède M éléments et B possède N éléments. Et l'intersection entre le deux est le vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments communs. Et donc, dans ce cas, l'ensemble A union B contient M plus N éléments. Donc, c'est la somme des cardinaux. Donc, c'est pour cette raison on a appelé ce principe le principe d'addition. Voyons peut-être sur un graphe ou bien un diagramme, ça sera plus clair. Imaginez que j'ai un ensemble A ici. Donc, il contient des objets, n'importe quel objet, je ne sais pas, tableau par exemple, des tableaux comme ça. Voilà, ça c'est le premier objet, deuxième objet, troisième objet. Et 4 contient encore des objets, mais c'est pas les mêmes objets que A. Donc, il n'y a pas des éléments de même type, ou bien il n'y a pas un élément en commun entre A et B. Donc, je considère, par exemple, des différents objets, voilà, des cercles, par exemple. Voilà, par exemple. Et donc, A union B, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui sont dans A ou bien dans B. Donc, A ou bien dans B, c'est-à-dire par exemple, ce premier objet, il est dans A, donc il est dans A union B. Ce deuxième objet, il est dans A, donc il est dans A ou bien B. Le troisième objet, ça, ce que j'ai noté par ça, et encore et donc il est dans A ou bien dans B. Donc lorsque je dis X appartient à A union B, c'est-à-dire X, il est dans A ou bien dans B. Ou encore, il est dans les deux, A et B en même temps. Mais ici, dans cet exemple, il n'y a pas des éléments qui sont à la fois dans A et dans B.
Donc, c'est quoi A union B? Ce sont les objets dans A. Voilà. Donc, dans cet ensemble, il y a tous les objets. Donc, voilà A union B. Donc, si je m'intéresse maintenant au cardinal A union B, combien d'objets dans A union B? Donc, je peux voir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 6. C'est exactement égal. Le cardinal de A, qui est 3, là, vous pouvez voir le cardinal de A. A contient 3 éléments, plus le cardinal de B. Donc, juste, c'est qu'il faut retenir. Si tu veux choisir, donc on choisit, ou bien on cherche un élément de A ou un élément de B. Donc, j'ai le choix. Je choisis un élément qui est dans A ou bien qui est dans B. Donc, combien de choix possibles, sachant que il n'y a pas d'élément qui est à la fois dans A et aussi dans B. Donc, il n'y a pas d'un élément qui va se répéter. Alors, si je veux choisir un élément de A ou bien dans B, sachant qu'il n'y a pas un élément en commun, on sait que on a cardinal de A plus cardinal de B, choix. Voilà combien de choix possibles. Ou bien le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B. On a fait une addition, donc c'est le premier principe de comptage, c'est le principe d'addition. Maintenant, si je vous demande, regardez, je vais répéter la même chose. Ça, c'est le premier objet, deuxième objet, troisième objet qui est dans A. Et le premier objet, deuxième objet dans B et troisième objet. Ça, c'est dans B. Si maintenant on veut choisir, je vais noter A croix B. J'espère que vous avez bien compris l'ensemble A croix B. C'est l'ensemble de couples avec le premier élément ici, il est dans A et le deuxième élément, il est dans B. C'est ça la définition. Donc ici, combien de couples, ça sera la question. Combien de couples je peux former pour savoir le cardinal de A croix B. Ici, on peut utiliser, donc on va choisir, on choisit un élément de A et cette fois, et puis un élément de B. Donc, combien de choix possibles? C'est ça la question. Combien de choix possibles? Il y en a, d'après le principe de multiplication, cardinal de A fois cardinal de B. C'est-à-dire ici, on a 6 couples possibles. Bon, ici, 6, pardon, 9 fois 9, mais c'est pas, 3 fois 3, pardon. 3, le cardinal de A, c'est 3, cardinal de B, c'est 3, donc c'est pas 6, c'est 9. 9 couples possibles. On peut ici chercher tous les couples 9 quand même, c'est pas un nombre très, très, très grand. On peut citer les 9 couples. Donc voilà, je choisis le premier objet de A et, donc vous voyez encore, et ensuite, un élément de B. Ça, c'est un choix. C'est un couple possible. Ou encore, je choisis. Donc, j'ai choisi ce carré de A et ce cercle de B. Maintenant, je peux avoir un autre choix. Par exemple, ce carré et ce deux cercles. Voilà, donc je choisis le carré de A et le deux cercles de B. C'est le deuxième objet. Voilà. Un autre choix possible, toujours ce carré de A et les trois cercles de B. J'ai écrit n'importe quoi. L'essentiel, il faut comprendre que ce sont des objets. Des objets dans des ensembles. Encore, je peux choisir le 2 carré de A et le cercle, ou bien le 2 carré et le 2 cercle, ou bien le 2 carré et le 3 cercle. Voilà. Encore, ce sont des triplés, des couples, pardon, possibles. Ou bien, voilà cet objet de A et cet objet de B, cet objet de A et le 2 cercles de B, cet objet de A et le 3 cercles de B. Et vous voyez combien de choix possibles. On a exactement 9. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, lorsqu'on va choisir un élément d'un ensemble donné et puis un autre d'un ensemble donné, donc le cardinal ou bien nombre de couples, c'est quoi? C'est le nombre des éléments de A, qu'on note card de A, fois le cardinal de B.
Juste une remarque, on peut par exemple regarder. Donc une remarque. Je peux par exemple avoir ici l'ensemble A qui contient cette fois, bon, je donne deux chiffres par exemple, un, 2, 3, et je vous demande de choisir un couple de A croix A. C'est-à-dire quoi un couple de A croix A? Encore par définition, c'est un couple AB où A appartient à A et aussi B appartient à A. Combien, à votre avis, il y en a de choix possibles? Regardez, on peut choisir un et un parce que un il est dans A et un aussi, il est dans A. Ou bien un et 2, ou bien un et 3, ou bien 2 et un. Donc, vous vous rappelez, lorsqu'on a dit un 2, c'est pas comme le couple de un, c'est pas la même chose. Ou bien le couple de 2, ou bien le couple de 3, ou encore 3 un, ou encore 3 2, ou bien 3 3. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Non. Voilà. Citez toutes les possibilités et vous trouvez combien de couples possibles? Encore 9. Pourquoi 9? Parce que aussi le cardinal de A croix A, c'est le cardinal de A fois le cardinal de A, d'après le principe de comptage, le principe de multiplication. Et puisque A contient trois éléments, donc c'est 3 fois 3 qui est 9. C'est quoi le principe de tiroir, ou bien en anglais aussi on dit the pigeonhole principle? Donc c'est un principe qui semblait évident, qui semble tout à fait évidente l'idée, mais qui s'avère assez utile pour résoudre certains problèmes dans la pratique. Donc voilà l'idée. Supposons qu'on a quatre tiroirs, quatre casiers, et supposons qu'on a cinq pigeons. Et on veut mettre chaque pigeon dans un casier. Donc on va mettre chaque pigeon doit être dans un casier ou bien dans un tiroir. Alors, qu'est-ce qu'il dit le principe de tiroir? Il dit qu'après avoir mis chaque pigeon dans un tiroir, il doit y avoir un tiroir ou bien un casier qui contient au moins deux pigeons. Donc, qui contient pas un seul pigeon, mais qui contient au moins un pigeon. Et voilà, c'est tout. C'est l'idée du principe de tiroir. Ça semble bien sûr euh, si évident. Voilà la généralisation de ce principe. Si nous avons n pigeons, donc on suppose qu'on a n pigeons, placés on veut les placer dans m tiroirs. Donc cette fois, on suppose qu'on a n pigeons, qu'on veut le placer dans m tiroirs. Si le nombre de pigeons est strictement supérieur au nombre de tiroirs, donc certainement on va avoir au moins un tiroir qui contient plus qu'un seul pigeon. Pour moi, lorsque j'ai entendu ce principe pour la première fois, j'ai trouvé que ça semblait évident. Et je me demandais comment cette idée si simple et triviale pourrait en fait s'avérer pratique. Mais il s'avère que beaucoup de problèmes ont des solutions qui peuvent être résolues en tout ou bien en partie en appliquant le principe de tiroir. Bien sûr, généralement, nous ne parlons pas littéralement de tiroir ou bien de pigeon, mais plutôt dans chaque problème, on parle généralement de tous les objets. Donc, on a un objet à mettre dans une position, par exemple. Et lorsque les objets plus grands que le nombre d'objets plus grand que le nombre de positions, on est sûr qu'il y a une position dans laquelle il y a plus qu'un seul objet. Donc, dans chaque problème, finalement, on doit identifier, essayer d'identifier dans ce problème réel, quels sont nos pigeons ou bien les objets qui vont jouer le rôle de pigeons et les objets qui vont jouer le rôle des positions ou bien des tiroirs. Alors, prenons ce premier exemple simple, considérons l'échiquier. Donc, c'est une grille carrée de 8 cases de côté, soit 64 cases en tout. Et c'est alterné, c'est-à-dire une case sombre à côté d'une case claire et ainsi de suite.
Si nous prenons des dominos de telle sorte que chaque pièce de domino peut couvrir deux cases consécutives. Donc, comme vous voyez dans cette petite vidéo, donc chaque pièce de domino peut couvrir deux cases consécutives. Donc, vous savez que le nombre de pièces de domino, c'est 32 pièces. Et donc, la question, est-ce qu'on peut couvrir tout l'échiquier avec les pièces de domino? De telle sorte, chaque pièce, elle couvre euh, deux cases, donc deux cases consécutives, bien sûr. Est-ce qu'on peut couvrir? Oui, vous pouvez voir qu'on peut couvrir avec 32 pièces tout le tablier ou bien tout l'échiquier. C'est pas trop ça surprenant, puisque déjà, on a dit 64 cases et chaque pièce couvre deux cases consécutives et donc c'est évident. Donc on a besoin de exactement 32 cases. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va enlever l'une des pièces. On a enlevé la pièce dans ce coin-là qui est une pièce claire. Est-ce que toute pièce est couverte par une pièce de domino? Et est-ce que toute pièce de domino couvre exactement deux cases? Bien sûr, c'est impossible. Parce que ici, maintenant, il y en a combien de cases? Il y en a 63 cases. C'est un nombre impair. Et on a dit une pièce de domino couvre deux cases consécutives. Et donc, 32 pièces domino doivent couvrir 64. Alors, regardons. On va enlever deux cases. Ces deux cases qui sont opposées là, donc les deux points opposés, mais les deux cases sont blanches ou bien sont claires. Voilà, maintenant on a enlevé deux cases et on dispose donc on va encore enlever une pièce de domino. Donc on va disposer maintenant de 31 pièces de domino. La question maintenant, est-ce que tu peux couvrir avec 31 pièces de domino cet échiquier ou bien cette nouvelle échiquier après avoir enlevé les deux pièces de poids? Bon, c'est un problème, mais vous pouvez voir, on peut dire que c'est pas possible de le faire. Ici, par expérience, tu peux voir que je peux pas utiliser cette pièce pour couvrir deux pièces consécutives. Donc, on peut trop voir ce problème même sans faire l'expérience. On peut savoir que ça, c'est impossible sans faire le problème. Pourquoi? C'est bien qu'il y en a 62 cases ici à couvrir. Et on a bien 31 pièces de domino. Donc, en principe, oui, c'est 31 fois 2, ça fait 62. Mais regardez le problème. Chaque pièce de domino doit couvrir une case, pardon, une case blanche et une case noire. Donc, pour n'importe quelle pièce, n'importe quelle position de la pièce, toujours, elle couvre une pièce blanche et une pièce noire. Rappelons qu'à l'état initial, l'échiquier possède 64 cases. Donc, à l'état initial, elle possède 64. Donc, 64, c'est-à-dire 32 blanches et 32 noires. Après avoir relevé deux blanches, donc qu'est-ce qu'il a resté? Combien de blanches, combien de noires? Donc il nous reste 62 cases, dont 32 sont noires et 30 sont blanches. Parce qu'on a enlevé deux blanches. Donc maintenant, dans cet état, l'échiquier contient 32 noires et 30 blanches. Et donc, puisqu'on a dit, chaque pièce de domino va couvrir une noire et une blanche. Donc, ici, on a 31 pièces. Et là, après avoir enlevé les deux ici qui sont en coin, il ne reste que 30 blanches. Et donc, on peut voir que certainement, le calcul ne marche pas. Il y en a ici 31 comme si les 31 ici sont nos pigeons dans ce problème, juste pour voir comment on utilise le principe de pigeon, ou bien le pigeon de tiroir, le principe de tiroir, pardon. Donc, le 31 ici sont nos pigeons et le 30 sont nos tiroirs. 31 est plus grand que 30 et donc il est impossible de mettre le 31, pièce de deux monnaies, pour couvrir le 30 cases ici blanches. Donc voilà, on a pu faire ça même par expérience. Donc 31 strictement supérieur à 30, on a dit. Et d'où voilà comment je peux faire ça pour couvrir. Tiens, il y a au moins une blanche qui elle est couverte par deux
pièces de domino. Voilà, comme on a dit, c'est le principe de tiroir. Prenons un autre exemple. Voilà notre planète, la Terre. Bon, juste pour simplifier le problème, on va supposer que la Terre forme un sphère parfait. Et on va diviser la Terre en deux. Voilà, et on peut avoir moitié sud ou bien moitié nord, ou bien n'importe quelle moitié. L'essentiel, on va le diviser en deux. Il y a plusieurs possibilités, bien sûr. La ligne ici, ou la moitié, elle peut passer par toute une ligne qu'on peut voir. Voilà, il y en a plusieurs possibilités pour diviser la Terre en deux. Donc voilà, on peut avoir cette division ou bien l'autre. Essentiel. Maintenant, voyons notre problème. Tu vas indiquer 5 points sur la Terre. Tu veux choisir 5 points au hasard, comme tu veux. Tu vas mettre sur la surface de la Terre 5 positions, bien 5 points, tout simplement, comme vous voyez ici sur l'écran. Voilà, un point, un autre, un troisième, un quatrième et un cinquième. La question maintenant est la suivante. Tu as choisi 5 positions au hasard ou bien 5 points au hasard? Est-ce que tu peux dire qu'il y en a, on peut diviser la Terre en deux de telle sorte qu'il y a 4 points au moins, parmi le 5 que tu as choisi déjà, sont dans l'une de deux moitiés. Donc, est-ce que tu peux diviser maintenant la Terre sur deux, donc une moitié et une autre, de telle sorte que le 4 points, vous voyez ici, au moins bien sûr, au moins 4 points parmi les 5 que tu as choisis, restent dans une moitié de la surface du Terre. Est-ce qu'on pourra faire ça pour n'importe quel 5 points choisis? Avez-vous trouvé une solution? Est-ce qu'on peut ou pas? Regardez comment on peut raisonner. On va choisir un demi-sphère qui passe dans la droite ici, qui divise la Terre en deux, passe par 2 points. On pourra faire ça. Donc, voilà, une à 2 points, je veux choisir. Voilà, demi-sphère qui passe par 2 points. Donc, j'ai garanti maintenant que 2 points, ils sont dedans, ils sont dans le demi-sphère. Il me reste combien de points? Il me reste 3 points. Maintenant, regardez, on va utiliser le principe de pigeon. 3 points à placer, ils sont placés où? Dans deux parties. Une partie, eh bien, parce que la Terre, on a divisé en deux parties. Donc, les 3 points sont divisés en deux parties, ou bien sont placés dans deux parties. Et donc, d'après le principe de tiroir, donc ici, les 3 points sont nos pigeons. euh, chaque moitié de la surface de terre, c'est un tiroir. Et donc, on est sûr que l'un des moitiés contient au moins 2 points. Et donc, du coup, on a pu diviser la terre en deux, la surface de la terre en deux, de telle sorte que 4 points qui ont été choisis au hasard au début ont été dans la moitié de la surface de la Terre et un seul point n'est pas dans cette moitié. Voilà, donc vous voyez comment on peut raisonner. Bien sûr, on raisonne et on pourra à chaque fois utiliser le principe de tiroir ou bien, comme on dit en anglais, le principe de pigeonholes. Voilà maintenant où, par exemple, on peut appliquer le principe de tiroir en mathématiques. Je suppose que j'ai un ensemble E. Voilà, E, c'est un ensemble et F, un autre ensemble. Je suppose que le cardinal de E est strictement supérieur au cardinal de F. C'est-à-dire quoi? Voilà, je suppose que le cardinal de E, titre d'exemple, voilà 7 par exemple, et ça c'est 5. Donc il y en a ici 7 éléments et là c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. La question maintenant, peut-on former une application injective de E vers F? Est-ce que je peux euh, former une application petit f, bien sûr, une application qu'on est petit f, définie sur l'espace de départ ou bien l'ensemble de départ c'est E, l'espace d'arrivée c'est F et qu'elle soit injective? Vous avez oublié qu'est-ce qu'une fonction injective? Pas de souci, je te rappelle qu'est-ce qu'une fonction injective.
Une application est dite injective, c'est quoi? Donc, on dit que F est injective si, quel que soit x, y de l'espace d'arrivée, de départ, pardon, si x différent de y, ça implique que f de x différent de f de y. C'est-à-dire, si je considère deux éléments différents de l'espace de départ, voilà deux éléments différents, leurs images doivent être différentes. D'accord? Est-ce que je peux former une telle application? Donc, puisqu'on a dit application, donc ici, chaque élément de E doit avoir une image. Donc, l'image de cet élément, l'image de ceci, l'image de ceci, doivent être tous dans F, dans l'espace d'arrivée, parce qu'on a dit une application F de E vers F, grand F, bien sûr. Est-ce que vous pouvez former ça? Regardez, on dit toujours que F associe à un élément X de E, un élément de X de F. Ici, chaque élément de E, ce sont nos pigeons. Et les éléments de F, ce sont nos tiroirs. Comme si on associe ou bien on place chaque pigeon dans un tiroir. On associe à chaque pigeon un tiroir. Mais ici, le nombre de pigeons, c'est égal à combien? L'essentiel, c'est strictement supérieur au nombre de tiroirs. Et donc, d'après le principe de tiroir, on va avoir au moins un tiroir, c'est-à-dire un élément ici au moins de qui possède deux antécédents différents. Et voilà, donc, il est impossible de construire une application injective de l'espace E dans l'espace F si on a le cardinal de E est strictement supérieur au cardinal de F. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est juste le principe de tiroir, c'est comme idée, c'est simple, mais la logique, il faut toujours l'avoir, la logique d'associer un objet dans une position ou bien un objet dans une position. Il faut penser toujours, combien d'objets j'ai, combien de positions, combien de possibilités, ainsi de suite. Donc voilà, ici, le principe de tiroir, il ne donne pas combien de possibilités. Il parle juste, il y en a au moins un tiroir qui possède au moins deux pigeons. Donc, c'est pas assez précis. Il nous donne une idée qu'il existe au moins d'un tiroir qui possède un moins. Donc, il ne donne pas exactement combien. C'est pas le principe de tiroir. Et donc, si je voudrais savoir de combien de façons je peux mettre les pigeons dans les tiroirs? Ici, on doit passer par le principe de dénombrement, ou bien la théorie de dénombrement, ou bien l'analyse combinatoire. Si c'est à l'aide de cette théorie, on peut répondre aux questions de combien de façons on peut résoudre un tel problème, de combien de façons je peux faire tel et tel, ainsi de suite. Donc voilà, maintenant on va parler de dénombrement. Donc, on va commencer par l'arrangement. C'est quoi le principe de l'arrangement? Si on a, par exemple, des éléments, ou bien on va dire n objets, on dispose de n objets, et on va choisir des éléments. Donc, on choisit un premier élément, ensuite un deuxième élément, ensuite un troisième éléments, comme ça, dans l'ordre. Donc, je vais avoir une liste ou bien un PEP si je veux choisir deux objets, donc il s'agit d'un couple. Si je veux choisir trois objets, donc il s'agit d'un triplet. Si je veux choisir quatre objets, donc toujours dans l'ordre premier, ensuite deuxième, ensuite troisième, ensuite quatrième. Donc, je parle ici de quadriplet. Et si je veux choisir P éléments, donc je parle de PUplet. Voilà. Donc ici, je veux choisir P éléments dans l'ordre. Si je parle de l'arrangement sans répétition, répétition, c'est-à-dire quoi? Si je ne peux pas répéter, donc ici un objet, donc je vais noter par objet 1, objet 2, ainsi de suite jusqu'à objet 1.
et je veux choisir l'un de ces n objets pour le mettre dans la première position. Ensuite, un autre objet sans répétition, donc autre objet différent, pour le mettre dans la deuxième position. Ensuite, un troisième objet différent de deux premiers pour le mettre dans la troisième position, ainsi de suite. Bien sûr, si vous avez compris la logique de principe de tiroir, pour que je puisse faire cet exercice, il faut que le n soit strictement supérieur à p, parce que je veux choisir p éléments parmi n. Donc, certainement, il faut que le n soit strictement supérieur à p pour que je puisse faire cet exercice. Et donc, je commence. Ici, je veux choisir un élément parmi combien? Mais 1, 2, 3 jusqu'à n, donc il y en a n possibilités. Pour le deuxième élément, puisqu'on a dit arrangement sans répétition, donc l'élément que j'ai choisi déjà dans la première position, je ne dois pas le répéter. Et donc, j'ai dans ma disposition n-1 cette fois, objet ou bien choix. Pour le troisième élément, je dois choisir un objet qui est différent, qu'il soit différent de premier objet choisi et deuxième objet choisi. Donc ici, n-2. Donc je continue. Il faut savoir la formule. Pour le quatrième élément, combien de choix possibles? Très bien. n-3. Donc pour le premier objet, n choix. Pour le deuxième objet, n-1. Pour le troisième objet, n-2. Pour le km objet ou bien pour le pm objet, c'est n- quoi? P-1. Pourquoi P-1? Parce qu'on a déjà choisi P-1 objet. Puisqu'on a choisi P-1 objet, il faut que le PM maintenant soit différent de P-1 déjà choisi. Donc, on a N moins P-1 moins P-1 objet. Et donc, ici, de combien de façons, donc voilà la question, de combien de façons je peux arranger, pourquoi je dis le mot arranger, parce qu'il s'agit bien d'un arrangement, premier, ensuite deuxième, ensuite troisième, donc l'ordre ici est très important. De combien de façons je peux arranger? Arranger. Sans répétition. Donc, sans répéter l'objet, sans répétition. Donc, sans répétition. On veut arranger. P, objet, parmi combien de choix? Parmi n. Donc, on a un objet, on va choisir P. Donc, combien de façons on peut faire ça? On a dit c'est n fois n-1 fois n-2, ainsi de suite jusqu'à n-p-1. Ici, on a utilisé le principe de comptage de multiplication, principe de multiplication. Juste maintenant, pour simplifier les choses, pour avoir la formule, je veux considérer des cas particuliers. Supposons que j'ai 7 objets. Donc, objet 1, objet 2, objet 3. Donc, ça c'est 2, ça c'est 1. 4, je vais l'écrire, juste patienter avec moi un peu. 5, 6 et 7. Voilà, c'est là. Donc ici, notre n égale 7. On a 7 objets. Et je veux choisir un triplet. Un triplet, c'est-à-dire premier élément, ensuite deuxième élément, ensuite trois éléments. Comme si j'ai 3 positions. Et donc, on va choisir. Combien de possibilités ici? Je peux choisir l'objet 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou bien 7. Je veux choisir uniquement 3. Donc, le P égale 3 dans notre cas. Donc, ici, pour le premier, la première composante de triplet ou bien premier élément, il y en a 7 objets. Et, puisque j'entends le et maintenant, parce que c'est fois donc. Pour le deuxième élément, combien de possibilités? On a déjà choisi un élément là. J'aimerais bien que l'arrangement soit sans répétition, c'est-à-dire
je veux pas répéter le même élément ou bien le même objet deux fois. Donc, sans répétition. Et donc, vous avez bien compris, il y en a six possibilités. Parce que j'ai déjà choisi un premier objet, donc le deuxième doit être différent. Et le troisième, c'est ça. Donc, l'arrangement sans répétition de trois objets parmi sept, c'est quoi? 7 fois 6 fois 5. Donc, je vais noter ça. C'est l'arrangement de combien d'objets? De 3 parmi 7 sans répétition. On peut noter comme ça, à 7 fois. C'est 5 fois 6, 7 fois 5 fois 6 ou bien 7 fois 6 fois 5. Regardez maintenant qu'est-ce que je peux faire. Je peux multiplier fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Et je divise par 4 fois 3 fois 2 fois 1. J'ai rien fait, je multiplie en haut et en bas par les mêmes valeurs. Et donc, j'ai pas changé la valeur exacte de l'arrangement. Mais je sais très bien que 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7, c'est 7 factoriel. Et 1 fois 2 fois 3 fois 4, le produit des entiers naturels entre 1 et 4, c'est 4 factoriel. Et le 4 factoriel, c'est quoi? C'est n'est autre que 7 moins 3. Le 4, c'est 7 moins 3. Et d'où donc la formule, l'arrangement sans répétition de P objets parmi n, c'est quoi la formule? C'est n factoriel divisé par n moins P factoriel. Vous avez bien sûr le problématique posée sur le fichier PowerPoint, trop cet objet, trois positions, nombre de cas possibles. Toujours, je parle de l'arrangement sans répétition. Il y en a toujours 7 fois 6 fois 5. Et 7 fois 6 fois 5, je peux le voir comme 7 factoriel sur 4 factoriel. Ou encore 7 factoriel sur la différence 7 moins 3 factoriel. Je passe maintenant à un deuxième type de problème, l'arrangement avec répétition. C'est-à-dire quoi l'arrangement avec répétition? C'est-à-dire toujours on dispose de un objet et je veux choisir P. Mais cette fois, je peux mettre le même objet dans plusieurs positions. Donc regardez, je vais illustrer le problème. Donc ici, on a un objet, toujours, objet 1, objet 2, objet 3, ensuite jusqu'à l'objet n. Donc, j'ai à ma disposition un objet. Et je veux, on va dire, choisir P parmi le n. Donc, premier élément, voilà. Deuxième élément, troisième élément, jusqu'à le pm élément. Et maintenant, on va chercher. L'ordre est important, d'accord? Donc, premier élément, ensuite deuxième élément, ensuite troisième élément. Mais on cherche à arranger et on accepte la répétition. Arrangement avec répétition. C'est-à-dire, on peut avoir le même objet dans plusieurs positions. Donc, pour la première position, je veux choisir soit l'objet 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit le nème objet. Donc, combien de choix possibles? N. Fois, parce que j'entends ici le E. Donc, on va choisir un objet et puis un autre et puis un autre, ensuite l'autre. Et donc, c'est le produit. C'est le deuxième principe de comptage. Pour la deuxième position, combien de choix possibles? Puisque j'accepte tout objet, même celui qui est choisi dans la première position, donc aussi on a n. Troisième élément, encore, je peux choisir n'importe quel objet parmi le n. Donc, combien ici l'arrangement avec répétition, combien de possibilités, de combien de façons je peux arranger et objets choisis parmi n. Très bien, c'est n fois n fois n. Combien de fois? P fois. Donc, c'est n fois n, P fois. Donc, voilà, je reviens en PowerPoint où on a le note. Donc, nous avons à choisir P éléments parmi n. On va choisir toujours P éléments parmi n.
dans une disposition ordonnée. Donc ici, les places sont distinctes, c'est-à-dire il y a la première position ensuite, ou bien la place 1, la place 2, ainsi de suite, avec répétition, c'est-à-dire on peut choisir le même élément dans plusieurs positions, bien dans plusieurs places. Et donc ici, juste, j'ai pris les mêmes exemples. On a 7 objets, 3 positions. Pour la première position, je peux choisir parmi le 7. Pour la deuxième position, encore, je peux choisir n'importe quel objet parmi le 7. Même chose pour la position 3. Et donc, ça fait 7 fois 7 fois 7 qui 7 occupe. Et donc, on peut dire l'arrangement avec répétition de P éléments parmi n est donné par n fois n fois n fois n p fois, et donc n à la puissance p. Passons maintenant au problème de permutation. Je commence toujours par la permutation, bien les permutations sans répétition. Donc, comment je peux dire que c'est une permutation sans répétition? Donc, on dit qu'on a une permutation sans répétition lorsqu'on a toujours n objets différents, on veut le permuter. C'est-à-dire quoi les permuter? Changer juste leur position. Donc, je vais mettre l'élément 1, ensuite l'élément 2, ensuite l'élément 3, jusqu'à le dernier élément qui est l'élément n. Parce qu'on a dit maintenant c'est une permutation. Permutation, c'est-à-dire les mêmes objets, je vais utiliser tous les objets qui sont déjà distincts, 2 à 2 distincts, et juste leur permuter. Donc, je mets là cet objet ici et cet objet-là, par exemple. Et donc, pour le premier élément, j'ai combien de choix? J'ai n choix. Très bien. Pour le deuxième élément maintenant, donc, puisqu'on a dit sans répétition, donc je dois choisir entre combien d'objets? N-1. Très bien. Pour le troisième, N-2. Et puisqu'on on va parcourir tous les objets. Donc, certainement, j'ai mis l'objet 1, ensuite l'objet 2, ensuite bon, l'essentiel. Donc, à chaque fois, je mets un objet. Et donc, pour de dernier choix, il me reste qu'un seul objet parce que je vais mettre tous les objets. Donc, la dernière position, il me reste qu'un seul objet, donc un seul choix. Et donc, du coup, je trouve la permutation sans répétition de n objets. Ici, je ne veux pas dire p objets parmi n. Donc, je permute n objets. Donc, la permutation, ou bien le nombre de permutations possibles de n objets, c'est quoi? Ici, je veux dire sans répétition, c'est-à-dire j'ai pas 2 objets répétés. Donc, les 2 objets ou bien les n objets sont 2 à 2 distants. Donc, sans répétition, combien de permutations? On a n fois n-1 fois n-2 fois n-3 jusqu'à 1. Mais ça, c'est notre n factoriel. Voilà ici l'exemple de 3 objets, par exemple. On veut permuter 3 objets. Comme vous voyez, on a objet 1, 2, 3. Et on veut mettre les objets juste on veut changer leur position. Donc, par exemple, position 1, je vais choisir l'objet 2 dans la position 1, l'objet 1 dans la position 2 et, par exemple, je dis n'importe quoi, l'objet 3 dans la position 3. Donc, pour la première position, j'ai 3 choix. Pour la deuxième, j'ai uniquement 2. Et pour la troisième, j'ai un seul choix parce que j'ai mis déjà les 2 objets. Donc, ça fait 3 fois 2 fois 1 qui est 3 factoriel. Et donc voilà ce qu'il faut retenir. Nombre de permutations de n éléments distincts, c'est n factoriel qui est, d'après la formule, n fois n-1 fois n-2, ou bien le produit de tous les entiers naturels de 1 jusqu'à n. Et si maintenant je veux permuter des objets avec répétition, mais c'est quoi permutation des objets avec répétition? Permutation, c'est-à-dire échanger leur position tout simplement. Comment on peut faire ça avec répétition? Tout simplement, imaginez qu'on a, par exemple, voilà,
le mot maman, par exemple. Et donc, on a, voilà un objet, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Donc ici, je veux permuter ces lettres, qui est la lettre M, la lettre A, la lettre M, la lettre A, la lettre N. Donc je peux permuter pour former bon, des mots qui même qui n'ont pas de sens, hein. Je dis par exemple n'importe quoi. Par exemple, maman. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai permuté les objets. Donc, j'ai mis M ici, A, mais j'ai gardé. Ce sont toujours deux M, deux A et un N. Deux M et deux A et un N. Donc, j'ai gardé les mêmes objets. Juste, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai permuté. Mais pourquoi je dis permutation avec répétition? Parce que je peux remarquer que les objets, il y a deux objets ici qui se répètent. Le A ici qui se répète deux fois. Et donc, de combien de façons je peux, ou bien de combien de mots, même qui n'a pas de sens, euh, je peux construire à l'aide de ces cinq lettres. Voilà, donc maintenant on est dans cette situation. On a, comme vous voyez, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 objets, mais qu'est-ce que je peux remarquer? Que il y en a ici l'objet 1 qui se répète 3 fois, comme les lettres, comme j'ai écrit maman. L'objet 2 se répète 2 fois, l'objet 3, bon, il ne se répète pas une seule fois, et 4 une seule fois. Et je vais le permuter. Donc, de combien de façons je peux le permuter? Voilà, vous voyez la formule, 7 factoriel sur 3 factoriel, 2 factoriel. Mais pourquoi? Parce que 7 factoriel parce qu'il y en a 7 objets. Divisé par 3 factoriel parce qu'ici il y en a un objet qui est en rouge là, qui se répète 3 fois. 2 factoriel parce qu'il y en a un objet qui se répète 2 fois. Bon, les autres ne se répètent pas, donc c'est bon. Donc, je divise, donc factoriel de 7 parce que déjà on a dit nombre de permutations sans répétition, c'est factoriel n, puisque je permute un objet. Donc ici, puisqu'on a 7 objets, donc c'est factoriel 7. Mais puisqu'on a un objet qui se répète 3 fois et un objet qui se répète 2 fois, donc je divise par 3 factoriel fois 2 factoriel. Donc voilà la formule dans le cas général. Le nombre de permutations de P éléments avec répétition, ici P éléments, donc on va permuter tous les objets, où le premier élément figure P1 fois, le second figure P2 fois, ainsi de suite. Donc, je fais, ici, c'est une faute de frappe, excusez-moi, c'est P factoriel parce qu'on a dit P élément, P factoriel, sur P1 factoriel fois P2 factoriel fois P3 factoriel, ainsi de suite. Donc, juste une remarque là, c'est pas la peine de apprendre à cœur qu'est-ce qu'une permutation avec répétition? Qu'est-ce qu'une permutation sans répétition? Qu'est-ce qu'un arrangement avec répétition? Qu'est-ce qu'un arrangement sans répétition? Il suffit qu'à chaque fois, dans chaque problème, vous aurez fait la même logique, c'est-à-dire qu'il y a deux principes de comptage, principe d'addition et principe de multiplication. Et à chaque fois, tu poses la question toujours combien de choix j'ai. Donc ici, on vous donne le type de raisonnement et c'est pas apprendre, mais c'est à comprendre. Il suffit de comprendre la logique. Mais à chaque fois, tu es en face d'un problème de dénombrement. Il te demande combien de façons tu peux faire ça ou bien combien de choix possibles pour faire un tel et tel. Donc juste, tu essayes d'imaginer on est dans quel cas? Combien de possibilités pour, par exemple, si on veut faire une liste pour moi, c'est un élément, ensuite un autre, ensuite un autre, ensuite un autre. Donc, je dois appliquer le principe de comptage pour la multiplication. Si je veux choisir entre un élément de l'ensemble T A ou bien de l'ensemble B, donc c'est le principe d'addition. Passons maintenant à un autre type de dénombrement, ce sont les combinaisons. Donc, juste, je vous explique c'est quoi la différence entre une combinaison et les autres types de dénombrement qui sont les permutations ou bien les permutations. Donc, pour les permutations ou encore pour les arrangements, on essaye de former une liste. Donc, que ce soit pour l'arrangement, on dit on veut arranger dans la première position
ensuite dans la deuxième position, ensuite dans la troisième position, ainsi de suite. Donc, on forme une liste ou bien ce qu'on a noté uplet. Si bien sûr il s'agit de deux éléments, c'est un couple, trois éléments, c'est un triplet et ainsi de suite. Donc, on veut former une liste ou bien un uplet. D'une façon générale, on applique soit les permutations, soit l'arrangement. C'est quoi la particularité des combinaisons? C'est que je veux former un ensemble. Je cherche donc le résultat à obtenir, c'est un ensemble, c'est pas une liste. Et vous connaissez la différence entre ensemble et liste, par exemple, entre le couple en deux et l'ensemble en deux. La différence est vaste. Ici, le couple en deux, c'est-à-dire je ne peux pas changer un et deux. Il y en a une seule position, comme ça. Le premier, c'est le un, le deuxième, c'est le deux. Mais dans un ensemble, il n'y a pas d'ordre. Voilà. Il s'agit bien du même ensemble. Mais ici, de un, c'est pas le même ensemble. Ce qu'on appelle d'une façon générale, juste pour se souvenir, on dit que pour l'arrangement et la permutation, l'ordre est important. Si on a une situation dans laquelle il vous demande de combien de façons je peux former une liste, c'est-à-dire on comprendrait bien que l'ordre est important. Mais si on vous demande de combien de façons je peux former un groupe, hein, là c'est un groupe, donc je veux pas un groupe c'est un ensemble, donc il n'y a pas d'ordre, on peut dire, et donc c'est une combinaison. Donc voilà juste la différence entre la combinaison, il s'agit de nombrement lorsque l'ordre n'est plus important. Donc on va donner pas des couples ou bien des triplés, mais un ensemble qui contient des éléments. Donc, je reviens ici. Qu'est-ce qu'une combinaison? D'une façon générale, on utilise les combinaisons sans répétition. Donc, dans ce cours, on va voir que les combinaisons sans répétition. Il y en a bien sûr des combinaisons avec répétition, mais c'est peu utilisable. Donc, je m'intéresse dans mon cours des combinaisons qui sont sans répétition. Donc, voilà, on considère un ensemble constitué d'un élément, donc n objet. Donc voilà, j'ai un objet toujours. Et je veux former un échantillon. Vous voyez ici, j'ai changé. C'est pas une liste, mais un échantillon de taille P, c'est-à-dire je veux choisir un élément parmi le n. Et j'ai figuré ça par juste comme ça, un cercle ou bien table ronde pour dire qu'il n'y a pas position 1, position 2, position 3, position 4, position 5, mais tout simplement, il y en a 5 positions, comme si on a un groupe. Donc, on va choisir par exemple 5 personnes parmi un nombre. Donc, ici, par exemple, je veux choisir 5 étudiants pour faire un projet. Donc, il n'y a pas un ordre, il n'y a pas le premier étudiant et le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Non, il n'y a pas d'ordre. Donc, il y en a 5 étudiants qui ont le même rôle, juste toujours faire le projet ou bien euh, faire une tâche de projet. Voilà, donc juste bien sûr à la fin de cette vidéo, on va faire quelques exercices pour mieux comprendre, mais l'idée générale, une combinaison sans répétition, c'est lorsqu'on a un objet et on veut choisir un ensemble ou bien un sous-ensemble parmi le n. Donc voilà ici comment je peux voir les choses. Donc j'ai objet 1, objet 2, objet 3 jusqu'à l'objet n. Donc j'ai un objet et je veux choisir ni un couple, ni un triplé, ni une liste. Non, je veux choisir P objet. Donc, je veux choisir P objet au hasard. Donc, ça et ça et ça, par exemple, je vais le mettre dans un ensemble, pas dans un couple. Ou bien une liste, ou bien un couplet. Voilà, j'ai choisi. On dit j'ai choisi une combinaison de 3 éléments parmi combien? Parmi n. Donc, j'ai choisi 3 parmi n. Et c'est une combinaison parce que j'ai choisi un ensemble qui contient 3 éléments, pas une liste qui contient 3 composantes. Et donc, maintenant, je reviens à ma question. Si j'ai par exemple 7, toujours, même exemple,
cet objet, objet 1, objet 2, objet 3 et objet 7. Voilà. Donc, combien de sous-ensembles ou bien combien de positions de 3 peut former? Donc, ici, je veux chercher, voilà, 3 éléments au hasard. Si je dis, voilà, je choisis le premier élément, il y en a donc 7. Ensuite, le deuxième élément, donc, puisque c'est sans répétition, donc il y en a 6. Ensuite, c'est le troisième élément qui est 5. Donc, je vais avoir 7 fois 6 fois 5, qui est l'arrangement finalement. Ici, tu as mis dans vos comptes l'ordre. Mais puisque l'ordre n'est pas important, c'est-à-dire choisir objet 1, objet 2, objet 3, ou bien tu dis objet 3, objet 1, objet 2, mais finalement c'est le même ensemble. Et donc, euh, c'est pas vraiment exactement le nombre de combinaisons, c'est 7 fois 6 fois 5, mais divisé par 3 factoriels. Pourquoi 3 factoriels? Parce que ici, il y en a 3 factoriels façons pour ordonner ces 3 objets. Vous vous souvenez de permutation? Donc, de combien de permutations je peux faire, puisqu'ils sont 3 objets, je permute sans répétition, donc j'ai 3 factoriels permutations. Mais ici, à chaque fois que je permute, je trouve le même ensemble. Et donc, le nombre de combinaisons de 3 objets parmi 7, c'est 7 fois 6 fois 5 sur 3 factoriels. Ensuite, ça, je peux l'écrire, n'oubliez pas, 7 factoriels sur 4 moins 3 factoriels, c'est la combinaison de 3 objets ou bien 3 éléments parmi 7. Donc, d'une façon générale, la combinaison de P objets parmi n, c'est quoi? N factoriel sur P factoriel n moins P factoriel, c'est oui, exactement, ce sont les coefficients binomiaux déjà vus dans des chapitres précédents. Donc, juste une remarque là, pour les combinaisons coefficients binomiaux, soit on utilise la notation CNK comme ça, K, combinaison de éléments parmi n, soit encore on utilise cette notation, entre parenthèses, n en haut et k, c'est aussi, on peut trouver cette écriture dans Type-O-Cam pour noter la combinaison de k éléments. Voilà, avant de passer à faire un petit exercice, donc je vous parle maintenant du principe d'inclusion et d'exclusion. Donc, vous allez comprendre ce principe, c'est juste dans le cas de dénombrement, toujours le cardinal de A ou bien B. On a dit c'est le cardinal de A plus le cardinal de B, comme puisque A et B, l'intersection égale le vide. Mais dans le cas général, si l'intersection, on ne sait pas, elle est vide ou bien elle contient des éléments, dans ce cas, le cardinal de A union B, c'est inférieur ou égal au cardinal de A plus le cardinal de B. Et voilà la formule si on ne sait pas, ou bien si on connaît le cardinal de A et le cardinal de B et le cardinal de l'intersection, voilà le principe, ce qu'on appelle le principe d'inclusion-exclusion. Et c'est notre autre que le principe de comptage toujours, ou bien le dénombrement, ou bien je veux calculer le nombre d'éléments dans l'ensemble A union B. Voilà la formule. Bon, cette formule ou bien ce principe s'appelle le principe d'inclusion-exclusion. Bien sûr, si je parle maintenant de 3 ensembles, A, B et C, et je cherche, donc comme si on a une question, je veux choisir un élément de A ou bien de B ou bien de C, combien de choix possibles? Ici, on va calculer le cardinal, combien d'éléments dans A union B union C. Donc, si A et B et C sont 2 à 2 disjoints, c'est-à-dire quoi 2 à 2 disjoints? C'est-à-dire A inter B égale le vide, A inter C égale le vide. Donc, l'intersection de n'importe quel deux éléments égale le vide. Dans ce cas, j'obtiens le cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C. Mais dans le cas général, regardez, la formule, elle est compliquée. Donc, ici, cardinal de A ou bien B ou bien C, donc union B, union C, c'est cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C, moins le cardinal de l'intersection A inter B, moins l'intersection A et C, moins l'intersection B et C, plus le cardinal de A inter B inter C. Donc, c'est compliqué à retenir, mais vous pouvez voir ici,
Si tu veux calculer le cardinal de l'ensemble A union B union C, donc tu vas faire une partition. Donc juste regarder, je vais écrire sur la feuille pour mieux comprendre la formule. Si on a ici des éléments, dont A, voilà, élément, élément, un autre, il y a des éléments en commun, voilà. Ici, combien d'éléments dans l'union? L'union contient un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je vais compter les éléments ici. Toujours, si je fais un diagramme, c'est que je peux compter, c'est-à-dire je vois le nombre d'éléments. Donc, ça, c'est l'ensemble A. Je vais noter ça, c'est A. Ceci, c'est B. Celui-là, c'est C. Donc, si vous cherchez le cardinal de A union B union C, vous allez faire quoi? Le cardinal de A, donc vous allez, voilà, je vais noter en, voilà, vous allez compter tous ces éléments, tous les éléments qui sont dans A. Maintenant, plus le cardinal de B, regardez, qui sont dans B, je vais noter comme ça en vert, ça aussi il est dans B, ça aussi dans B. Plus le cardinal de C, donc je change la couleur, voilà, ça est dans C, celui-là et celui-là. Donc, si je fais cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C, je veux répéter plusieurs éléments plusieurs fois. Or, il s'agit bien du même élément, donc je ne dois pas le répéter. Et donc, c'est clair que c'est le cardinal de A, j'écris en noir, plus cardinal de B, plus cardinal de C, mais comme ça, j'ai répété plusieurs éléments, moins l'intersection entre A et B. Donc, ici, puisque j'ai compté ce qui est en rouge et vert, rouge et vert et rouge et vert, j'ai compté ça deux fois. Je dois soustraire l'intersection A et B. Encore, qui sont entre A et C. Je répétais ce qui est en orangé et coloré comme ça. Orangé, coloré comme ça. J'ai répété ça aussi deux fois. Donc, je dois mentionner ça une seule fois. Et moi, le cardinal de B et C. B et C, c'est-à-dire qu'ils sont colorés et en même temps en orangé, comme cet élément-là. Donc, je dois l'éliminer. Mais comme ça, j'ai éliminé deux objets. Par exemple, cet objet, je l'ai éliminé deux fois parce qu'il apparaît dans A et B et il apparaît entre B et C. Donc, je dois l'ajouter. Je ne sais pas si vous voyez, plus le cardinal des éléments qui sont dans l'intersection des trois parce que j'ai éliminé ces éléments deux fois. Bon, c'est pas la peine d'apprendre encore cette formule, mais juste si vous allez chercher, vous avez trois comme ça un exemple et vous voulez calculer le cardinal de cet ensemble, il vaut mieux de faire une partition de l'ensemble sous la forme de trois sous-ensembles disjoints. Donc voilà, tout ça c'est E par exemple, tout ça c'est E, ce qui est en rangée c'est E, tout ça c'est E. Donc, pour chercher le cardinal de E, il vaut mieux, au lieu de dire E, c'est égal à cet ensemble, union celui-là, oui, oui, correct. Mais ici, tu vas trouver deux problèmes à calculer le cardinal puisque vous auriez des éléments qui se répètent dans plusieurs ensembles. Donc, si vous allez chercher une partition de E, voilà, je suppose qu'il s'agit bien de même ensemble. Donc, il vaut mieux de diviser, voilà, en trois sous-ensembles. Ça, c'est A, ça, c'est B, et ça, c'est C. Donc, comme ça, j'obtiens, oui, cardinal de A union B union C, c'est le cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C parce que je suis certaine qu'il n'y a pas d'éléments, ou bien des éléments en commun. Voilà pour le principe euh, voilà, pour le principe d'inclusion et exclusion pour trois ensembles, bien sûr, les formules, si je veux choisir quatre ensembles, ou bien cinq ensembles, ou bien n ensembles, j'ai écrit juste la formule ici, c'est pas à retenir, pas du tout, donc si c'est très difficile à retenir,
Et voilà, juste une généralisation du cardinal de A1 union A2 union A3 jusqu'à AN. Donc, aussi, c'est le principe de comptage, mais lorsque les ensembles ne sont pas deux à deux adjoints, donc juste une remarque, vous voyez, le calcul sera très difficile. Voilà, donc, je vais faire quelques exercices. Voilà, je m'intéresse à cet exercice. Donc, on va corriger cet exercice à la fin de cette vidéo. Donc, regardez cet exercice, essayez de le faire par vous-même et puis juste vous prenez quelques minutes et puis on va le corriger. Voilà, on va penser à cet exercice. J'espère que vous avez déjà pris le temps de essayer même de faire les questions, de répondre aux questions. Donc, il y en a comme c'est une université, donc on va dire une université. Oh, une université. Donc, combien de profs ici? On a 8 hommes et 9 femmes, des professeurs. Donc, ça, c'est l'ensemble des professeurs dans cette université. 8 hommes et 9 femmes. Et on veut composer un jury. Donc, je veux former un jury pour son soutenance de projet de fin d'études, par exemple. Donc, un jury doit contenir combien de membres? 8 membres. Donc, dans un jury, je suppose qu'il faut avoir 10 professeurs pour bien sûr juger le projet de fin d'études d'un étudiant ou bien quelque chose comme ça. Alors, la question maintenant, combien de jurys je peux former? Combien de jurys je peux former? Euh, Ici, est-ce que vous remarquez que un jury, c'est un ensemble, c'est pas un hublé. C'est-à-dire quoi? Ici, je veux pas ordonner le jury. Donc, l'ensemble, par exemple, Monsieur X, ensuite Monsieur Y, ensuite Monsieur Z, ou bien Monsieur Z, ensuite Monsieur Y, ensuite Monsieur X. Finalement, c'est le même jury. Et donc ici, la première remarque, j'ai remarqué que l'ensemble, je cherche un ensemble, pas un hublé. Et donc ici, je cherche une combinaison. La combinaison de combien d'éléments parmi combien? Bon, si je veux choisir un jury au hasard, ici on a nombre total des professeurs, c'est 9 plus 8. Prof femme plus prof homme, ça donne combien? 17. Je veux choisir parmi les 17 combien? 10. Combien de jurys différents je peux former? Donc voilà la réponse pour la première question. Je peux former finalement la combinaison, nombre de combinaisons de 10 personnes parmi 17. Voilà, juste on a dit, on a 17 professeurs, un jury est formé par 10 membres, un jury c'est un ensemble, donc c'est pas une liste. Et d'où la réponse à cette question, c'est quoi? La combinaison de 10 personnes parmi 17. C'est ça la réponse de la première question. Maintenant, je passe à la question suivante, la question 2. Parfois, on impose, même dans les élections, ainsi de suite, d'avoir moitié femme, moitié homme. Donc, on suppose qu'on a cette condition. Donc ici, le doyen de l'université ou bien les responsables de l'université imposent cette condition sur les jurys. Un jury doit contenir, puisqu'il y a 10 personnes, donc la moitié femmes, la moitié hommes. Et donc, du coup, 5 femmes et 5 hommes. On doit choisir un jury formé par 5 hommes et 5 femmes. Donc, toujours le jury formé par combien? On a dit 10 personnes. Mais cette fois, c'est pas 10 pris au hasard. On veut 5 hommes et 5 femmes. 5 hommes. Donc, encore, c'est une combinaison parce que parmi les 8 que j'ai, je veux choisir un groupe. C'est pas un hublé, mais un groupe formé par 5 hommes. Donc, c'est la combinaison de 5 parmi combien? 8. Parce qu'il y en a 8 hommes. Je vois le E ici. Donc, 5 hommes et 5 femmes. Donc, c'est fois 5 femmes maintenant. 5 femmes, je veux choisir 5 femmes parmi combien? Parmi les femmes.
parmi les professeurs femmes. 9. Voilà pour la deuxième question. Combien de jurys je peux former avec la condition 5 hommes et 5 femmes? Donc, c'est la combinaison de 5 parmi 8 fois la combinaison de 5 parmi 9. Bien sûr, ici, je ne m'intéresse pas au calcul numérique, mais tu peux utiliser une calculatrice, mais juste je rappelle les formules. C'est 5, 8, c'est 8 factoriel divisé par 5 factoriel. La différence entre 8 et 5 est 3 factoriel fois 5 parmi 9, c'est 9 factoriel divisé par 5 factoriel, la différence qui est 4 factoriel. Tu peux faire des simplifications, soit utiliser une calculatrice, retrouver la valeur, ainsi de suite. Donc l'essentiel, ça sera le nombre de jurys qu'on peut former avec la condition 5 femmes et 5 hommes. On passe à la troisième question de cet exercice. Bon, oubliez maintenant la condition 5 hommes et 5 femmes. On va considérer un jury quelconque. Nombre arbitraire de femmes, nombre arbitraire des hommes. L'essentiel, un jury formé de 10 personnes. Mais je me suis confrontée à une contrainte, c'est quoi? Parce que Monsieur X a un problème avec Madame Y. Qu'est-ce qu'il dit ce Monsieur X? Il dit, moi, je ne fais pas partie d'un jury euh, dont Madame Y est un membre. Ici, on a une condition. On ne peut pas mettre dans notre jury, dans ce jury, Monsieur X et aussi Madame Y. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On cherche combien toujours là. Le problème, c'est toujours de dénombrer. Donc vous voyez l'ensemble. On peut vous donner un ensemble si, avec voilà, plusieurs définitions. Mais avec la méthode de compréhension, c'est beaucoup difficile de déterminer le nombre. Ici, notre ensemble, c'est l'ensemble des jurys qui vérifient une condition. La condition, c'est quoi? Monsieur X et Madame Y ne sont pas en même temps dans le jury. Donc ici, on va dire pour que, je vais noter, c'est l'ensemble du jury qui vérifie cette condition. Donc, cette condition, voilà la condition demandée, pour ne pas écrire toute la phrase. Alors, quand la condition se réalise, je pose la question, comment je peux réaliser cette condition? Soit je veux former un ensemble de jurys, donc 10 membres, dont Monsieur X dans le jury et Madame Y n'est pas dans le jury. Bon, juste ici, j'utilise les symboles pour simplifier, au lieu d'écrire toute une phrase. Donc, soit je forme 10 membres, jury de 10 membres, qui vérifient la condition suivante. Je mets dans le jury Monsieur X et je choisis pas Madame Y. Ou bien, donc, c'est l'union. Vous avez bien compris. Ou bien, c'est-à-dire l'union, dans la théorie ensembliste. Je choisis 10 membres avec la condition Madame Y est dans le jury, mais Monsieur X n'est pas dans le jury. Voilà, comme ça, je suis certaine que Monsieur X et Madame Y ne seront pas dans le même jury. Mais est-ce que ce sont tous les cas possibles? Non encore. Je peux former un jury de 10 membres qui ne contient ni Monsieur X, ou bien voilà, Monsieur X, ni Madame Y. Ni X, ni Y dans le jury. Comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un ensemble de jurys avec une condition bien précise. J'ai divisé mon ensemble A sur 3 parties. La partie, ce sont les jurys qui contiennent X mais pas Y. Ici, Y pas X, les possibilités ni X ni Y. Et c'est clair qu'il n'y a pas un jury qui se répète dans deux ensembles, c'est-à-dire ces deux ensembles sont 2 à 2 disjoints. Donc je peux appliquer le principe de comptage. Je vais noter ça, c'est A1, ceci c'est A2 et le troisième ensemble A3. Puisque A1 et A2 et A3 ne possèdent pas des éléments communs, donc je peux dire le cardinal de A, que je veux chercher, nombre de jurys je peux former avec cette condition, c'est le cardinal de A1 plus cardinal de A2 plus cardinal de A3. Vous voyez, lorsqu'on a l'union de trois ensembles de Z2 disjoints, on est à l'aise, c'est pas la peine d'appliquer la formule ou bien le principe de d'inclusion-exclusion.
parce que c'est difficile à retenir tout simplement. Maintenant, le cardinal de A à N, combien de jurys je peux former avec la condition je mets X dans le jury et je mets pas Y. Donc ici, c'est pas évident aussi. Donc on a dit on va former un jury, former 10 personnes. Parmi le 10, il y en a Monsieur X et je ne veux pas choisir Madame Y. Donc voilà comment je peux calculer le cardinal de A1. Je vais mettre X dans le jury. Donc déjà, il me reste 9 places. Donc je choisis 9 au hasard. Parmi combien? Monsieur X est dans le jury déjà. Donc je ne veux pas choisir Monsieur X encore une fois, ça, c'est pas possible. Et je ne veux pas choisir Madame Y parce que c'est la condition là. Et donc, puisqu'on a combien de jurys? On a dit 17 membres, 17 professeurs dans notre université. Donc, Monsieur X déjà dans le jury, donc je ne peux pas le choisir. Madame Y est éliminée. Combien de possibilités me reste? 15. Donc, pour le cardinal de A1, c'est la combinaison de 9 personnes parmi 15. Même chose pour le cardinal de A2. A2, c'est quoi? A2, c'est l'ensemble du jury formé avec la condition je mets Madame Y et j'élimine Monsieur X. Donc, puisque je veux mettre Madame Y, donc ici, il me reste encore 9 places. Donc, je veux choisir 9 personnes. Parmi combien? Déjà, Madame Y est dedans, donc je ne peux pas le choisir deux fois. Monsieur X est éliminé, j'ai en total 17, donc 17 moins 2, c'est 15. Maintenant, le cardinal de A3. A3, c'est quoi? C'est l'ensemble du jury qui vérifie quelles conditions, ni X ni Y, la paix, ni X ni Y dans le jury. Et donc, je vais choisir maintenant 10 personnes, puisque, bon, voilà, il y a 10 choix. Mais parmi combien? Parmi 15, parce que je ne veux ni choisir X, ni choisir Y. Et voilà, donc, pour la réponse de la troisième question, combien de choix possibles? Tu peux écrire la combinaison de 9 parmi 15, plus la combinaison de 9 parmi 15, plus la combinaison de 10 parmi 15. Bien sûr, on pourra faire le calcul à l'aide d'une calculatrice ou bien simplifier la formule. Mais l'essentiel pour moi, c'est de comprendre d'où vient cette formule. Voilà la fin de cette vidéo. Je voulais vous remercier encore pour votre patience. Je sais que c'est très, très, très difficile de suivre ou bien de regarder une vidéo qui dure 1 heure ou bien plus qu'1 heure. Mais c'est ça, c'est votre rôle comme apprenant, puisque vous cherchez la technologie. Donc, c'est ça, l'éducation euh, moderne, c'est l'apprenant qui est au centre de processus d'apprentissage. Donc, la tâche la plus importante, c'est à vous de regarder, d'avoir la motivation de regarder la vidéo, de la compléter, de faire les exercices avec moi en parallèle lorsque je donne des exercices. Voilà, merci pour vous et au revoir.